Coup de téléphone mystérieux vers Morgan, un bouclier cassé, un traître se cache sur l'île d'Egghead et il est temps pour nous d'en parler. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1074 de One Piece, Mark III. Et donc, en fait, asseyez-vous parce que c'est un des chapitres les plus incroyables de... Bah, j'aurais aimé vous dire ça, mais je vous mentirais. Non, c'est plus un chapitre de transition qu'autre chose. Mais quand même, tu connais le génie d'Oda. Il réussit à te mettre justement dans le mood, dans les émotions nécessaires à ressentir de l'impact, que ce soit à travers l'histoire de Kuma ou même le message de Sentomaru. Et bien sûr, on va parler du traître durant l'analyse de ce chapitre. Mais commençons par la page cover qui nous montre, comme d'habitude, Queen, Judge, César qui sont en train de se battre, je te le rappelle encore une fois, mais les Mads, ils reviendront pour combattre les armes qu'a fait Vegapunk pour le gouvernement mondial. Ça, je te mets ma main à couper. Et bien entendu, si on analyse bien la page, alors ce que j'ai pu remarquer, c'est que d'après mon analyse d'expert, il semblerait que Judge est en train d'essayer d'aspirer César avec l'utilisation d'un Dyson Turbo C308. Et si tu cherches la référence sur ton site boulanger, bah en fait, il n'existe pas. Tu t'es fait avoir. Ouais, dommage pour toi. Donc, on va commencer directement cette partie du chapitre qui concerne les Mark III. Donc, ça y est, les nouveaux modèles de pacifista qui attaquent le CP0. Et c'est sûr que là, ils ont directement énormément changé. Ils sont envoyés par Sentomaru, bien entendu, et c'est un modèle supérieur à ceux qui étaient là à Marineford. Et ce qu'il faut dire, c'est que le dessin d'Oda dégage de la puissance. Tu vois ces lignes, ce sol qui est complètement courbé juste par une de leurs attaques, ce côté énorme, édifiant, tu vois, comme un édifice, comme la tour Eiffel qui se dresse devant ces membres du CP0. Tu vois qu'ils sont juste énormes et ça les rend flippants avec leur nouvelle tenue et même des nouvelles capacités comme cette bulle qui permet d'être utilisée comme un bouclier. Voilà, ce sont donc des pacifistas améliorés. Et au niveau de la puissance, bien entendu, je laisserai le sujet à mes chers autres camarades youtubeurs, parce que c'est pas mon sujet de savoir s'ils sont de niveau Supernova Nutri-Score B ou je sais pas quoi. Dire mais non, t'as pas le droit à la moutarde douce parce que y a du sucre à l'intérieur. Nani ? J'ai jamais compris c'était quoi le délire avec ça, donc je laisse les gens faire leur propre calcul au niveau de la puissance parce que ça me fatigue ces histoires. Et c'est vrai que les pacifistas, c'est pas quelque chose qui m'a toujours hypé, hein. C'est pas le côté le plus hypant de One Piece, pour te dire la vérité, peut-être un des moins hypants parce que ils sont vraiment très impersonnels en fait, une armée comme ça qui combat, alors que les séraphins j'apprécie beaucoup plus parce que voilà, ils ont chacun une personnalité dans le sens où ils recopient chacun un personnage. Donc je trouve ça quand même plus intéressant, mais quand même là les pacifistas peuvent faire la différence parce qu'ils ont beau être du côté des Mugi pour l'instant, imagine avec les séraphins et même le CP0, si Saturne arrive sur cette île et qu'il donne l'ordre d'attaquer les Mugiwara, alors là tout de suite du côté du gouvernement mondial il y aura beaucoup de monde. Là ça va commencer à devenir compliqué pour les Mugiwara, bien sûr, et aussi pour Bonnie, si elle voit son père se faire tabasser 50 fois, ça... Oh là, Vegapunk, il est pas tendre avec elle. Mais dans tous les cas, j'ai beaucoup apprécié cette partie du chapitre, dans le sens où, quand Sentomaru, justement, il a donné les ordres aux pacifistas de protéger et de tout faire pour que Vegapunk, leur créateur, reste en vie, alors il y avait ce côté grandiloquent qui était un petit peu comme si Vegapunk était une personne ultra importante. Et c'est vrai que ça lui donne de l'importance. T'as l'impression que c'est une des personnes les plus importantes de One Piece. Et bien évidemment que ça l'est. L'armement est important dans One Piece. Mais tu sens vraiment ce côté dernier espoir que j'ai beaucoup apprécié. Oda est très fort niveau émotion. Et donc passons à la suite. Le sujet Bonnie. Puisque bien entendu, elle se retrouve dans cette bulle de souvenirs, ce monde des souvenirs de Kuma, où on peut voir un château, peut-être un petit peu au loin, des personnes en train de frapper Kuma, un jeune Kuma qui est maltraité, avec une conversation qu'on ne comprend pas trop, parce qu'en fait, il doit retourner quelque part, ou sinon d'autres personnes vont se faire tuer, il faut qu'il rentre, mais s'il rentre, il dit qu'il préférait mourir. Enfin, il y a quelque chose de juste terrible qui se trame. Est-ce que lui, il était un noble, un petit peu à la Sabo, et il détestait là où il vivait, sauf qu'il n'a pas eu l'aide de Luffy et Sabo? Je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est juste déchirant de voir le tabac
tabassage de Kuma, ça, encore une fois, c'est des passages qu'il faut lire, en fait, pour ressentir les émotions. Voir ça, c'est terrible avec la Bonnie qui est en larmes, c'est quand même son père, même si c'est sûrement son père adoptif, parce que voilà, enfin, tu vois, ils ont pas la même carrure, ou je sais pas quoi, bien entendu, voilà, enfin... Et je vous avoue que je m'étais toujours demandé si Kuma, c'était pas en fait un personnage qui était inspiré de l'histoire de Jésus, dans le sens où en fait on dirait que c'est un petit peu un martyr qui s'est sacrifié pour les autres êtres humains. Reste à voir si c'est réellement ça, s'il a vraiment mené une vie de souffrance et qu'il fait tout ça pour le bien de tout le monde. Enfin, je pense que ça arrivera. Dans tous les cas, même si Bonnie, elle sortira, elle va retenter justement de rentrer dans ce flashback, parce que maintenant on rentre dans les flashbacks chez Oda. Maintenant on les regarde plus, on rentre à l'intérieur et Kuma est encore en train de grimper. Bien sûr, ça sent le drame. Il est maintenant temps de parler un petit peu de Vegapunk pour amorcer sur la partie, bien entendu, sur le traître. Parce que, bien sûr, là, on a Stussy et les Vegapunk qui vont rejoindre l'endroit où se trouvent les Mugiwara avec des nouveaux vêtements qui vont être accordés à Brook, Stussy et Zoro. Et déjà, 2 secondes, mais oui, bien sûr, il faut que Vegapunk se calme. Comment ça se fait que dans le futur, il a enlevé tous les pantalons, ce sale pervers? Bien sûr, on va se calmer. Et Brook à la classe, mais le Zoro, je pensais pas que le voir dans ce style ça marcherait, mais purée, qu'est-ce que ça marche bien. Et donc ils vont se séparer en plusieurs équipes pour chercher donc le véritable Dr Vegapunk et Stella accessoirement. Et on a donc l'information que Sanji va partir avec Stussy parce que c'est un gros pervers. Encore. Et Zoro va devoir rester parce que sinon il va se perdre et Sanji n'a pas envie de galérer à le retrouver, il va rester avec Luffy, et déjà ça fait plaisir en vrai, de voir les deux personnages. Bon, Luffy qui est KO à cause de son Gear 5, reste à voir comment ça va se passer dans les autres arcs et tout, dans un réel gros combat, mais voilà, les voir tous les deux assis sur un canapé, ça rappelle des bons moments de One Piece, on avait un petit peu plus le temps de les voir dans leur quotidien, donc j'aime bien, en plus assis sur le canapé comme ça, Zoro il fait penser à Mihawk, je vais pas te mentir, et le non-respect face au CP0 qui est juste au sol, comme ça, complètement mort. Je sais pas s'ils font semblant, hein, mais dans tous les cas, ça fait pitié. Je vais pas te mentir, ça fait pitié. Alors, je trouve ça juste génial. Tu vois vraiment que c'est un Yonko et son second, là. Il marche littéralement sur le CP0. Et bon, ils vont repenser au bon vieux iceberg. Ouais, le bon vieux iceberg de Goji. Ou peut-être que c'est pas ça. Et surtout, c'est vrai que la situation s'est inversée. Alors qu'à l'époque, c'était Nico Robin qui était otage, maintenant Lucci et Kaku sont les otages. Et est-ce qu'on va avoir une scène inversée avec Lucci qui va pleurer « Je veux vivre !» et le frère de Robin qui va se ramener pour les sauver? Oh, ce serait magnifique et ce serait n'importe quoi. Dans Two Piece, peut-être, il y aura ça. Retenez-le bien. Et donc, on retrouve aussi Pythagore qui est en train de chercher ses homologues Vegapunk. Et là, il va y avoir une explosion. Et donc, à partir de ce moment-là, et avec de nombreux indices, on peut se poser, bien entendu, la question du traître. Et ça, c'est super important parce que, comme Shaka l'a dit, ils ne pourront pas sortir de cette île si le bouclier fonctionne mal. Donc, il faut quelqu'un pour le réparer. Et c'est assez mystérieux. Et avant de passer à cette partie sur le traître, je t'invite à liker ou disliker la vidéo si ça ne t'a pas plu, commenter, donner ton avis en commentaire sur tout ça, et t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Mais qu'attends-tu? Je fais des vannes pourries chaque semaine pour que tu t'abonnes. C'est nul. Mais quand même, soutien. Parce que bien entendu, les boucliers ne se sont pas tous pété tout seul, c'est assez mystérieux, il manque des personnages. Et déjà, est-ce que ça pourrait être Stussy le traître? Je sais que c'est simple parce que Stussy, c'est un petit peu le membre du CP0, donc peut-être qu'au lieu d'être un agent double, ce sera un agent triple. Et je vais pas te mentir, je trouve que c'est beaucoup trop, donc pour moi, j'élimine catégoriquement cette possibilité. Après, c'est vrai qu'on peut penser à Shaka, parce que il y a un gag lors de ce chapitre où Luffy fait « Ah, mais pourquoi tu nous avais pas dit, Shaka, que tu pouvais voir tous les écrans et tout ce qui se passe sur l'île depuis le début ?» Et même si c'est raconté comme une blague, c'est vrai que c'est bizarre. Pourquoi Shaka ne l'avait pas dit? Peut-être que celui qui a l'air d'être le meilleur des Vegapunk et celui avec le visage masqué est peut-être justement le traître. Et là, plus intéressante, surtout quand on parle des inspirations, donc on pourrait penser à Edison, un des Vegapunk. Pourquoi lui? Est-ce que je serais raciste? Raciste de quoi? Je ne sais pas. Peut-être bien, pour toutes les questions.
Mais surtout, en fait, c'est parce que, je vous le rappelle, le rêve de Vegapunk était aussi de fournir une énergie illimitée, donc à tout le monde. Un rêve qui fait penser énormément à Nikola Tesla et courant alternatif, je crois. Et je vous rappelle que dans l'histoire, en fait, il a eu un concurrent qui lui a fait des coups durs, c'était donc Edison. Et un des Vegapunk est Edison. Et donc, est-ce que Edison voudrait continuer à travailler avec la marine? Surtout que Vegapunk, il a ce côté assez ambigu depuis le début où parfois, en fait, quand il fait des expériences, t'as l'impression qu'il est content, même si ça fait du mal. Et donc, il a ce petit côté scientifique fou. Donc, avoir une de ses personnalités qui se rebellerait, qui serait encore du côté des marines, ce serait super intéressant à mon avis. Pour la petite histoire que j'ai cherchée, qui est super intéressante, en 1890, en fait, avec Thomas Edison, il y a eu ce qu'on a appelé la guerre des courants. Et en fait, c'était tellement violent que Thomas Edison, il a financé donc l'inventeur de la chaise électrique pour qu'il fasse passer l'électricité de Nikola Tesla et pour dire donc, ouais, regardez, son électricité, elle est dangereuse, elle peut tuer des gens. C'est juste un truc de zinzin. En vrai, One Piece, c'est aussi la vraie vie, hein. D'ailleurs, on va en reparler. Et terminons donc sur la plus grosse partie de ce chapitre, le bateau volant de Morgan du World Economic Journal de One Piece, puisque bien entendu, on va retrouver Morgan qui raccroche d'un appel avec une personne, quelqu'un qui l'a sûrement informé. Est-ce que c'est le traître ou c'est juste Stussy, vu que c'est aussi une membre de la pègre, vu qu'elle a été invitée par Big Mom? Peut-être bien. Dans tous les cas, il se trouve donc avec Vivi et Walpole qui pensait le revoir. Ben, il est là. Donc voilà. Et il a eu toutes les informations. Et c'est pour ça, en fait, qu'il se dit que maintenant, là, il peut jouer un gros coup. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il n'est pas foncièrement contre le gouvernement mondial, mais c'est vrai qu'il a failli être tué, qu'il cache Vivi et Walpole, mais aussi... Donc là, il apprend que Vegapunk devrait être tué, exécuté par le gouvernement mondial, alors que c'est une personne très importante pour le monde entier. Il a remis la lumière, pas sur Sevran, mais sur d'autres îles dans le monde de One Piece. Il a décidé d'augmenter la badasserie de Luffy en le faisant poser comme l'homme qui aurait kidnappé le docteur Vegapunk et celui qui lance une guerre face au gouvernement mondial. Ça n'a absolument aucun sens. Et c'est vrai que ça me fait me questionner sur les autres infos qu'on a eues via le journal, parce que ça se trouve que... s'il n'était pas kidnappé à Impel Down, ça se trouve que c'était juste un mec qui lui ressemblait et qui a eu la guerre pour rien. Hein. Bon là, c'est un petit peu trop gros. Bon, Vivi, en tant que Mugiwara, parce que quoi que vous disiez, c'est une Mugiwara. Bien entendu, elle dira que Luffy n'aurait jamais fait ça. Alors déjà, il va la calmer directement, il va lui dire pourquoi tu parles, alors que toi, hier, t'étais en train de pleurer. La mort de son père, bien sûr, on pensera toujours à Cobra, dédicace. Ah, et c'est là qu'on va avoir le droit, déjà espérons même qu'elle revienne sur le bateau, moi ça me ferait plaisir de revoir des interactions avec Vivi et les Mugi, mais donc à une masterclass de la part, justement, de notre très cher Morgan, un de mes personnages préférés de One Piece, parce qu'il va nous dire que, de toute façon, en fait, vérité ou mensonge, ce qui compte dans un journal, c'est le divertissement. Ce n'est que du divertissement. Et ça, c'est juste génial. Le point de vue d'Otaki, il crache un petit peu sur tout le monde en écrivant son manga, tu vois, en rigolant, en te montrant un poulet qui critique le journal. Ça n'a absolument aucun sens. Après, en France, on a quand même le canard enchaîné, donc le pigeon insultant, c'est... je sais pas... Encore une fois, c'est pas le propos le plus complexe du monde, tu vois, c'est pas le propos le plus argumenté du monde, mais en soi, Oda, il a ce mérite-là d'introduire des notions de rébellion un petit peu partout. J'aime bien, et c'est pour ça que ceux qui me demandent pourquoi je critique les États-Unis et les trucs comme ça dans mes vidéos, c'est parce que, tu vois, on est esprit One Piece, on est là pour vanner. Et je terminerai sur ça. C'est juste fou quand on y pense de savoir que en fait le monde entier va être chamboulé juste par l'annonce de cette guerre face au gouvernement mondial. Et c'est ça, toute l'info se propage alors que tout a commencé avec un Vegapunk qui demandait à venir sur le bateau et Luffy qui faisait ok. Ok. Juste ça pour la plus grande guerre de One Piece. C'est du génie.